Raphaël Kahn. Tout de suite, la deuxième partie de notre débat. Retour au calme donc dans la bande de Gaza. C'est ce que nous disait tout à l'heure notre envoyé spécial Gallagher Fenwick. Une trêve, vous le savez, a été conclue entre Israël et le djihad islamique. Les violences ont duré 4 jours. Elles ont fait 25 morts côté palestinien, dont un enfant de 12 ans. Des dizaines de roquettes ont été tirées sur Israël, faisant 3 blessés côté israélien, dont 2 grièvement. Alors le Hamas, on l'a dit, est resté quand même plus ou moins en retrait lors de ces violences. Quelle est aujourd'hui la stratégie du mouvement islamiste? Eh bien, on en parle avec nos invités. On en parle avec Avi Pazner, qui est le porte-parole du gouvernement israélien, avec Bernard Sabella, qui est membre du Fatah, député du Parlement palestinien, avec Jean-Paul Chagnolo, qui est directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, avec lequel nous sommes partenaires, et directeur également de la revue Confluence Méditerranée, avec Olivier Danino, qui est chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, auteur du Hamas et l'édification de l'État palestinien aux éditions Cartala. Jean-Paul Chagnolo, je voudrais que vous réagissiez, parce que vous vouliez réagir au propos d'Avi Pazner, qui dit aujourd'hui les Israéliens sont prêts à la paix, sont prêts à faire des concessions, mais il faut qu'il y ait des concessions des deux côtés. Hein. Oui, vous savez, nous sommes dans un très bel exercice, très classique, d'éléments de langage. Alors, lorsque les Palestiniens sont divisés, les Israéliens disent, enfin, ce gouvernement dit on ne peut pas négocier puisqu'ils sont divisés. Et quand ils parlent d'un gouvernement d'union nationale, les Israéliens disent on ne peut pas discuter parce qu'il y a eu le Hamas, qui est une organisation terroriste. Bon, ensuite, il faut des négociations, mais à une condition tout de même qu'elles n'aboutissent pas. Car on veut bien des négociations, mais à condition qu'on ne parle pas de Jérusalem, qu'on ne parle pas de la colonisation, évidemment qu'on ne parle pas des réfugiés. Dans ces conditions, tout ceci est vraiment relève des éléments de langage. Et la vraie force d'un gouvernement israélien, comme d'ailleurs d'un gouvernement palestinien, ça serait de passer au-delà de tout ça, pulvériser ces éléments de langage et essayer de voir plus loin. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on va parler du Hamas, si vous le voulez bien, et notamment aujourd'hui du Hamas et de sa légitimité dans la région, alors qu'on le sait, l'islam politique a aujourd'hui le vent en poupe. Avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute le porte-parole du Hamas, Fazi Baroum. On l'écoute. Nous ne faisons pas du tout confiance à l'ennemi sioniste, parce qu'il ne fait que penser à tuer plus de Palestiniens. Mais nous faisons confiance à la résistance palestinienne et à ses leaders. Et nous faisons confiance, bien sûr, aux Égyptiens. Ils peuvent obliger l'ennemi sioniste à respecter la trêve. Monsieur Pazner, on le sait, le Parlement égyptien a appelé à l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël au Caire après les frappes israéliennes. C'est un signe aujourd'hui de soutien, il faut le dire, quand même, de l'Égypte aux Palestiniens de Gaza. Quelle a été votre réaction à cette demande du Parlement égyptien? Eh bien, nous préférons voir l'action du gouvernement égyptien qui a œuvré d'une façon absolument positive en faisant le médiateur entre nous et ceux qui sont au gouvernement de Gaza, c'est-à-dire le Hamas et le djihad islamiste. On ne sait déjà plus exactement qui gouverne Gaza aujourd'hui, pour arriver à une trêve. C'est grâce à l'Égypte, grâce à la diplomatie égyptienne, que nous en sommes arrivés là. Et je crois que l'Égypte a joué un rôle positif. Je sais que dans le Parlement égyptien, il y a aujourd'hui une majorité des frères musulmans et d'autres mouvements salafistes qui n'aiment pas beaucoup Israël, mais ce ne sont pas eux qui dirigent l'Égypte. Il y a un gouvernement en Égypte qui a essayé justement de faire le médiateur, qui a réussi, et nous remercions l'Égypte pour ses efforts pour arriver à cette trêve. Bernard Sabella, Ismaël Haniyeh, qui est le Premier ministre du gouvernement Hamas, a été en Égypte, il a été en Tunisie, il a été en Turquie. Khaled Meshal, qui est le chef politique du Hamas, a été lui en Jordanie, alors qu'il avait été expulsé il y a longtemps donc, de Jordanie. Est-ce que cette reconnaissance aujourd'hui du Hamas par ces nouveaux gouvernements qui comprennent des islamistes dans la région, je pense notamment à l'Égypte ou à la Tunisie, est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Ce n'est pas la question d'une bonne chose ou mauvaise chose. C'est la question de réalité politique. Et alors, il faut prendre l'exemple que le Hamas est une organisation politique, qu'il y a maintenant les islamistes à Tunisie, en Égypte, même en Maroc,
au Maroc. Et il faut avancer les prospects avec M. Abbas. Parce que quand il y a des confrontements entre Israël, Hamas et le djihad, les Israéliens sont prêts à faire des négociations avec la médiation de l'Égypte. Pourquoi pas faire les négociations avec M. Abbas sans avoir les confrontations. La médiation de l'Égypte. De l'Égypte, oui, de l'Égypte. Et est-ce que vous ne craignez pas cette reconnaissance justement du Hamas, qui a aujourd'hui de plus en plus de légitimité dans ce monde arabe qui évolue, est-ce que vous ne craignez pas qu'il fasse concurrence justement au Fatah, non, à votre parti? Moi, je pense que le Hamas ne peut pas, à ce moment-là, gagner tous les territoires palestiniens au niveau des votes. Mais le Hamas, c'est un parti politique fort. Alors, on ne peut pas encore dire non, le Hamas est rien. Le Hamas, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une force politique qui compte. Alors, la question centrale, principale, c'est comment Israël peut jouer un rôle pour transformer la résistance palestinienne à une force pour la paix, pour la réconciliation et pour avancer le processus de paix. Est-ce que ça serait pas de reconnaître, est-ce que ça serait de reconnaître le Hamas? C'est pas la question de reconnaître. La question, c'est il faut bouger. Il faut pas dire que non, la Palestine, les négociations avec les Palestiniens sont deuxième priorité pour Israël. Il y a maintenant la menace iranienne. Alors, on ne peut pas faire les négociations avec les Palestiniens. Il faut essayer d'avancer, de relancer, même s'il y a l'élection présidentielle en France, aux États-Unis, il faut essayer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a les désarrois, il y a les désappointements, les dépressions des gens. La désespérance des gens. C'est désespérance. Olivier Danino, est-ce qu'aujourd'hui, le Hamas est devenu un interlocuteur légitime dans la région? Écoutez, il a effectivement une place qui est la sienne. Est-ce qu'il a trouvé une légitimité aujourd'hui? Politique, oui, je pense qu'il a trouvé une certaine légitimité, mais la question qui est évoquée là est à mon sens primordiale. Effectivement, Israël a son rôle à jouer là-dedans, mais et de toute façon, Israël le fera un jour ou l'autre. La négociation avec le Hamas, ça arrivera. Pendant des années, on a dit l'OLP, enfin, on fait la paix qu'avec ses ennemis, donc ça arrivera, c'est sûr. Par contre, même si Israël a un rôle à jouer là-dedans, les Palestiniens eux-mêmes ont un rôle aussi à jouer dans leur réconciliation. Il faut pouvoir avoir un front commun. En attendant, on a bien vu qu'il y a eu des unions. Le Fatah, c'est un mouvement politique, mais avec une force armée. Le Hamas a un rôle politique, mais il a aussi une force armée. Il faut à un moment donné, quand on crée un État, créer une force politique et armée légitime qui a le monopole de l'usage de la violence. Or, ça n'a pas été le cas, ça n'a jamais été fait. Et c'est bien cette fusion de cet ensemble-là qui doit être nécessaire pour créer un État. C'est à mon sens primordial pour pouvoir réussir des négociations plus tard. Avi Pazner, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier Danino? De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra bien reconnaître le Hamas. J'aimerais rappeler quelques vérités historiques quand même, parce que la plupart de vos intervenants semblent plonger dans une irréalité absolue en ce qui concerne le Hamas. Le Hamas a été fondé sur l'idée, sur le principe d'une opposition à toute négociation et tout accord avec Israël. C'est la base même du Hamas. Ce n'est pas seulement la base religieuse islamiste. Là aussi, c'est la base politique du Hamas. Dans les années 90, lors des pourparlers entre nous et l'autorité palestinienne, c'est le Hamas qui a non seulement déclaré opposition à tout accord avec Israël, mais s'est engagé dans une campagne de terrorisme qui continue jusqu'aujourd'hui, justement, pour éviter ces accords. Et aujourd'hui, alors que le Hamas gouverne, car c'est ça le mot, gouverne la bande de Gaza, Gaza est devenu un tremplin de terrorisme contre Israël, qu'il s'agisse du Hamas, qui peut être
dans ces derniers jours, n'a pas été très actif ou a été actif derrière les coulisses, qu'il s'agisse du djihad islamiste, qu'il s'agisse d'autres organisations. Comprenons bien, le Hamas est une organisation considérée non par Israël, mais considérée par l'Europe, par les États-Unis, comme une organisation terroriste. Et c'est vrai qu'elle a aussi un côté politique. Mais quand on dit c'est à Israël de voir à ce que le Hamas change, c'est très facile de nous lancer de la balle. Le Hamas alors que les Palestiniens eux-mêmes, les Palestiniens eux-mêmes n'y arrivent pas. Ils n'arrivent même pas à faire un gouvernement entre le Fatah et le Hamas. Mais alors justement, Jean-Paul Chagnon, il y a des divisions aussi au sein du Hamas, parce qu'aujourd'hui, il est vrai ce que dit Avi Pazner, il y a une partie du Hamas qui ne reconnaît pas l'État israélien, mais il y a aussi une autre partie du Hamas aujourd'hui qui serait prêt à reconnaître cet État palestinien. Est-ce qu'on peut penser que cette frange-là du Hamas qui serait prêt à reconnaître l'État palestinien, l'État israélien, pardonnez-moi, prenne aujourd'hui le dessus, hein? C'est très difficile à dire, c'est un peu une boîte noire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a différentes tendances. Et le fait que désormais le lieu extérieur ne soit plus Damas me semble être plutôt positif, parce que tout de même, il y avait une radicalité facile du côté de la Syrie. Aujourd'hui, on a bien vu qu'il y avait des évolutions intéressantes. Parce que ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que le Hamas a pris ses distances par rapport au régime syrien et par rapport à l'Iran aussi. Il a clairement pris ses distances à l'égard de Damas, de Bachar el-Assad, mais il a aussi, c'est quand même très intéressant, pris un autre chemin que le Hezbollah. On a toujours tendance à mettre les deux organisations un peu dans le même sac. C'est pas vrai. La preuve, c'est que le Hezbollah soutient complètement Bachar el-Assad et le fera jusqu'au bout, parce qu'ils sont vraiment inféodés très largement à l'Iran, ce qui n'est pas le cas du Hamas, même si l'Iran aide le Hamas, mais c'est dans une configuration tout à fait différente. Maintenant, moi je pense aussi qu'un jour ou l'autre, s'il y a des visionnaires dans les gouvernements, parce qu'il faut ça, il faut des visionnaires de gouvernement, pas simplement des gens qui sont à la petite semaine et qui s'arc-boutent sur ce qu'ils ont, il y aura forcément un jour, du moins on peut l'espérer, des négociations avec les ennemis. Alors les ennemis aujourd'hui c'est le Hamas. Et juste un mot de sémantique encore, je parlais des éléments de langage, mais la sémantique c'est intéressant. On qualifie un adversaire de terroriste. Et dès lors, on le disqualifie. Puisqu'on l'a qualifié de terroriste, on le disqualifie. Par conséquent, on considère c'est un criminel. Et on peut, dans la logique de cette disqualification, aller jusqu'à dire on peut l'assassiner puisque de toute façon c'est un terroriste. Et ça, c'est un langage classique que les Israéliens utilisent beaucoup, que la France utilisait de la même façon à l'égard du FLN. On a eu beaucoup de choses aujourd'hui, hier et avant-hier, parce que c'est le 50e anniversaire de l'indépendance, où on voyait bien la France qui qualifiait le FLN de terroriste. Et on a vu les horreurs que la France a commises. Bon, on est dans des logiques terribles, mais il faudra un jour en sortir. Et je répète, il faudra qu'un jour un gouvernement israélien, un homme d'État israélien, soit capable de dire « voyons plus loin ». Et il faudra aussi, évidemment, qu'il y ait du côté palestinien quelqu'un qui puisse penser plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, Abbas est effectivement pris dans de graves contradictions, mais il a au moins cette capacité à vouloir faire de la politique. Pour l'instant, les Israéliens n'en font guère. Olivier Danino. Moi, je ne sais pas comment appeler quelqu'un qui pose une bombe chez vous ou qui vous lance des missiles et des roquettes. Je ne connais pas d'autre terminologie que terroriste. Quand on s'attaque à des populations civiles, qu'on ne fait pas de différence entre enfants, femmes ou soldats, on est un terroriste. Et même si cela est difficile à admettre, un État a droit à la légitime défense. Si vous avez certainement lu Raymond Aron, ce dont je ne doute pas une seconde, il expliquait à quel point les bombardements indiscriminés par des avions étaient aussi des actes terroristes. Quand il y a des bombardements qui vont cibler telle personne en principe, mais qui font des dizaines de morts, on pourrait tout autant, avec votre propre définition, les qualifier de terroristes. Je vous renvoie à Paix et guerre. C'est un très bon livre, monsieur Hasner. C'est Paix et guerre entre les nations de Raymond Aron. Vous verrez, c'est très instructif. Israël s'est toujours attaqué à des objectifs militaires. Israël a toujours respecté les populations civiles. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas dire autre chose, monsieur Hasner, mais la réalité le dément. Bernard Sabella, la question qu'on se pose aujourd'hui, alors que les révolutions arabes se poursuivent, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une marginalisation finalement de la cause palestinienne? Pourquoi il ne s'est rien passé finalement dans les territoires, hein? Comme en Syrie, par exemple. Non, mais que les peuples ne se soient pas levés, que les peuples ne se soient pas révoltés, que le peuple palestinien ne se... Non, mais il n'y a pas révolté sur Abbas, par exemple, contre Abbas. Mais c'est pas rationnel.
Parce que le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des Palestiniens veulent vivre normalement. Et pour nous le désespérance vient vraiment de l'inaction israélienne. Par exemple, l'expansion des colonies, les activités des colons contre des citoyens palestiniens, Jérusalem-Est avec la démolition des maisons, et puis la mur de séparation. Toutes ces choses-là ne sont pas faites par le gouvernement palestinien, par le gouvernement de M. Fayyad ou M. Abbas. Ce sont faits par les Israéliens. Alors les gens, les Palestiniens, sont accommodés à une situation d'accommodation. Mais cette situation... Mais les Palestiniens, quand je dis révoltés, ils auraient pu il faut dire aussi qu'il y a prospérité chez les Palestiniens. C'est pas simplement toutes les mesures que monsieur a mentionnées, mais les Palestiniens vivent aujourd'hui convenablement, vivent bien, et je suis certain que si vous faites un sondage d'opinion dans la population palestinienne, la plupart voudraient continuer une situation qui leur appelle tranquillité et sécurité. Les Palestiniens sont les moins heureux de peuples qui ont fait un sondage, les moins heureux. Et si les Palestiniens ne peuvent pas toucher leur salaire la fin de mois, alors c'est un problème. Il y a là l'insécurité. Il n'y a pas la prospérité, il y a l'insécurité de ne pas connaître s'il y aura le salaire ou non. Merci, je suis désolée, on aurait pu poursuivre encore longuement ce débat. Merci beaucoup à Avi Pazner d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Merci à Bernard Sabella d'avoir été avec nous sur le plateau de France 24. Merci Jean-Paul Chagnolot, on aurait voulu vous donner la parole encore plus longtemps également. Merci. Olivier Danino, merci beaucoup. Très belle soirée, je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée. Merci.